Bonjour à tous, merci Tobias pour ces questions. D'abord, merci aux organisateurs, merci Tobias, merci Florian pour votre invitation. Je commencerai d'abord par évoquer des phénomènes structurels qui handicapent la politique de l'Union européenne à l'égard des Balkans, et notamment dans le contexte de la politique d'élargissement, avant de me pencher sur les déclarations de notre président Emmanuel Macron et la signification potentielle de ce qu'il dit par rapport justement à l'élargissement. S'agissant des phénomènes que je considère problématiques et qui sont des phénomènes internes à l'Union européenne, j'en vois 3 au moins. Et ces phénomènes handicapent le développement de la politique de l'élargissement de l'Union à l'égard des Balkans occidentaux. Le premier phénomène, qui n'est pas nouveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la renationalisation rampante de la politique d'élargissement, qui est à l'œuvre depuis, en gros, 2006, au moment où l'Union introduisait des développements méthodologiques dans sa politique d'élargissement. Ce phénomène consiste en fait à laisser des États membres prendre en otage la politique d'élargissement pour des considérations domestiques qui ont peu de choses à voir avec le processus d'élargissement. C'est-à-dire des considérations domestiques dont la solution ne permet pas forcément de développer la politique d'élargissement. On l'a vu dans l'affaire macédonienne, on le voit toujours d'ailleurs. On l'a vu dans les relations entre la Croatie et la Slovénie avant que la Croatie n'entre dans l'Union européenne. Et on le verra sans doute demain dans les relations entre certains États membres de la région et des États candidats qui aspirent demain à être membres de l'Union européenne. Les différends bilatéraux entre certains États membres de l'Union européenne et certains candidats ne manquent pas. Et on peut penser que ces différends bilatéraux qui ne sont pas directement liés au processus d'élargissement handicapent la politique d'élargissement de l'Union européenne. À ce premier phénomène s'en ajoute un autre, qui est ce qu'on pourra appeler, pour faire simple, la politisation de l'élargissement. Cette politisation de l'élargissement a été très bien illustrée par la déclaration initiale du président de la Commission en tout début de mandat, lorsqu'il a dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement sous son mandat. Alors on peut dire que techniquement c'était sans doute correct, mais que le président de l'institution qui est en charge, qui est en fait la gardienne des traités et qui est en charge de prendre des initiatives pour remplir les tâches de l'Union européenne, c'était quelque peu surprenant. Et cette déclaration laissait entendre que toute la politique développée par l'Union européenne en préparation du Big Bang Enlargement, comme on l'a appelé en 2004, c'est-à-dire une politique selon laquelle l'Union européenne transforme des États tiers en États membres fonctionnels, cette politique-là a été délaissée. Et c'est problématique, évidemment, pour la crédibilité de l'Union européenne. Et c'est peut-être dans ce contexte qu'on peut aujourd'hui comprendre les déclarations de M. Juncker. Il est temps que cette politique soit ressuscitée et que la Commission assume son rôle. Le troisième phénomène qui handicape la politique d'élargissement, qui est encore une fois un phénomène interne, c'est la difficulté, voire l'incapacité des institutions de l'Union et des États membres à endiguer des développements constitutionnels au sein de certains États membres qui sont franchement très problématiques du point de vue non seulement du fonctionnement de l'Union européenne, mais du point de vue du respect de ses principes fondamentaux. Cette incapacité des institutions de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne à endiguer ces développements qu'on pourrait, pour faire simple, caractériser de populistes, mais avec une dimension constitutionnelle, jette une lumière très crue sur la faiblesse du discours des valeurs de l'Union européenne, mais une lumière très crue aussi sur la critique qui a été formulée déjà depuis très longtemps, à savoir le double standard dans l'application ou dans le respect des valeurs.
On demande de plus en plus de respect de ces valeurs à travers une conditionnalité stricte. On demande de plus en plus de gages de respect aux États candidats, alors que l'Union européenne est incapable d'assurer le respect de ces valeurs en interne. Et ça, évidemment, nuit à la crédibilité du discours de l'Union. Si on combine ces trois phénomènes, évidemment, la crédibilité du discours de l'Union européenne est sapée, notamment et spécifiquement à l'égard des États candidats. Il mine la capacité de l'Union européenne à conduire une politique ambitieuse, non seulement d'élargissement, mais une politique tout court, à l'égard des Balkans occidentaux. Et c'est un paradoxe quand on sait que le traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne, donne un mandat beaucoup plus fort à l'Union européenne en termes de son action extérieure. Si vous lisez les traités, vous allez voir qu'il y a des objectifs très forts, très ambitieux, qui sont donnés, qui sont inscrits dans les traités et qui mandatent l'Union européenne tant sur la scène internationale que sur la scène européenne. Il s'agit de la défense de ces valeurs. Donc on a là un hiatus entre le texte des traités, les objectifs de l'Union européenne et le développement au quotidien. Bon, tout n'est pas noir. J'en arrive à des perspectives peut-être un peu plus optimistes, notamment à la lumière du discours du président Macron. D'abord pour souligner en effet que le processus de Berlin a réussi à maintenir les Balkans occidentaux sur l'agenda politique de l'Union européenne. Bon, c'est un peu paradoxal que c'est en fait une initiative gouvernementale, un processus intergouvernemental qui arrive à maintenir en vie une politique qui, dans les années 90, était fondamentalement une politique de l'Union européenne menée par ses institutions. C'est dire à quel point cette politique a été délaissée par ses propres acteurs, par ses propres protagonistes. Mais ce processus de Berlin, qui est un processus intergouvernemental, ne peut évidemment à lui seul sauver la politique d'élargissement et soutenir à bout de bras la politique de l'Union européenne à l'égard des Balkans occidentaux. Et c'est dans ce contexte que les deux développements complémentaires que je vais mentionner pourraient redonner, on l'espère, une dynamique aux relations entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, et plus précisément la politique d'élargissement. D'abord, les États membres, dans le contexte du traité de Lisbonne, et après les élections en Allemagne et en France, semblent vouloir une politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne un peu plus ambitieuse. Or, on peut, comme certains, considérer que l'Union européenne n'aura pas de politique étrangère et de sécurité crédible si cette politique étrangère et de sécurité ne traite pas en priorité des Balkans occidentaux. Et quelque part, la stratégie globale de l'Union européenne l'a rappelé. Ensuite, les résultats des élections en France et en Allemagne pourraient instiller en effet une nouvelle dynamique dans la politique d'élargissement. Et c'est d'ailleurs, comme je le suggérais tout à l'heure, c'est peut-être dans ce contexte qu'on peut comprendre la déclaration du président Juncker. Il semble que le contexte politique est en train de changer et que peut-être le rôle de la Commission dans ce domaine peut être restauré. 3 points par rapport au discours du président Macron. Le premier point, c'est que après avoir mentionné l'élargissement au pays des Balkans, vous noterez d'ailleurs que la Turquie n'est pas mentionnée dans le contexte de l'élargissement. On parle d'un élargissement au pays des Balkans. Le président Macron souligne le caractère exigeant de cet élargissement et souligne les conditions à remplir par les États candidats. Donc c'est un élargissement qui, c'est un truisme, mais qui est en fait conditionné par un respect scrupuleux des conditions. Et je dirais que la situation en Pologne, en Hongrie, mais aussi le Brexit pourrait bien amener les États membres à demander des preuves plus tangibles encore d'engagement dans le processus d'intégration de la part des États candidats, avec en corollaire un renforcement de la conditionnalité, une préparation plus poussée et une vérification plus scrupuleuse des engagements. Donc une conditionnalité renouvelée, un système de monitoring, si vous voulez, en bon français, renforcé. Mais pour que ça marche, il va falloir que l'Union européenne elle-même soit
plus crédible sur ces questions et traite de ces problèmes internes que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt, et donc traite du problème du double standard manière sérieuse et crédible. Le deuxième point par rapport au discours du président Macron, c'est en effet la différenciation. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui semble établi entre la différenciation et l'intégration. Alors on pourrait considérer que la différenciation pourrait permettre un élargissement, sinon plus rapide, en tout cas plus facilement acceptable, dans le sens où un élargissement ne serait pas perçu immédiatement dans une union à plusieurs cercles comme un risque de dilution, puisque un élargissement pourrait se faire au cercle plus périphérique et puis au fur et à mesure permettre une intégration progressive dans les cercles plus au cœur du processus d'intégration. C'est une vision un peu positive, optimiste de la différenciation. J'en arrive à mon dernier point, qui est une vision plus prudente par rapport à la différenciation et à l'élargissement. On a l'impression, en lisant le discours, que la rénovation de l'Union européenne, la transformation, l'établissement de cette différenciation est, comme souvent dans l'approche française par rapport à l'élargissement, comme un préalable à l'élargissement. On a le sentiment, ou en tout cas il y a une ambiguïté dans le discours, que le président Macron suggère qu'on transforme l'Europe et qu'ensuite on puisse procéder à cet élargissement. Et si c'est le cas, alors le discours est peut-être moins encourageant qu'il n'y paraît.